Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc ce soir on va parler de WrestleMania Backlash. Excusez-moi, j'ai un peu bugué sur le nom. Je veux dire d'un show de catch, je suis parti sur WrestleMania directement. Mais voilà, on va parler de WrestleMania Backlash. Alors il n'y a pas eu de vidéo WrestleMania parce que là je vais me mettre à refaire le montage que j'ai en retard. Et du coup je vois pas trop l'utilité plutôt de mettre les vidéos de WrestleMania Backlash, enfin de WrestleMania tout court maintenant, alors qu'on a déjà eu WrestleMania Backlash de sortie. Donc voilà, je vous fais la review de WrestleMania Backlash. En tout cas, tout ce que je peux dire de WrestleMania normal, c'est que c'était plutôt sympa. C'était pas non plus oufissime, mais c'était plutôt un bon show. Et malheureusement, ce show-là, comme la plupart des matchs qui sont dedans sont juste des rematchs, du coup c'est un peu moyen, mais il n'y a que, à mes yeux, le premier match, donc le match d'ouverture et le main event que j'ai bien aimé, où j'ai vraiment été dedans, et tout le reste, j'ai pas réussi à rentrer dedans, j'ai pas du tout aimé, ça a été très moyen. J'ai l'impression de voir des matchs qu'on pourrait voir à Raw ou à SmackDown ou n'importe quel autre pay-per-view, mais pas un WrestleMania, ce qui était déjà un peu le problème de WrestleMania de base, qu'on avait des matchs plutôt classiques pay-per-view et pas un truc extraordinaire comme devrait l'être un WrestleMania. Et après, il y a peut-être un truc qui joue, faudrait que je revoie le show dans d'autres conditions, mais c'est vrai que dans la nuit de dimanche à lundi, j'ai eu beaucoup de mal à dormir, je me suis réveillé à 6h du matin, et du coup j'ai regardé le show, dès que je me suis levé, j'ai déjeuné, et ensuite j'ai regardé le show et pris des notes, c'est-à-dire que j'étais quand même très fatigué, donc j'étais pas non plus à fond dedans physiquement et mentalement à cette heure-là. Mais je pense qu'il y a peut-être certains matchs, je pense que bien réveillé, je pense que je les verrai peut-être autrement. Mais j'avoue que là, dans l'état où j'étais, il y a des matchs, vraiment, j'y arrivais pas du tout. Bref. On commence par le premier match qui concerne le rematch entre Cody Rhodes et Seth Rollins, puisqu'à WrestleMania, du coup, Seth Rollins va affronter un adversaire mystère, et c'était Cody Rhodes. Et Cody Rhodes avait gagné son match. Là on revient sur un deuxième match qui était un petit peu plus intéressant, parce que c'est vrai que quand Cody Rhodes est arrivé, c'était le héros de la foule, le gars qui revient à la maison, à la WWE et tout ça, et qui, contrairement à un moment où il est parti, cette fois c'est devenu une grosse star. Et du coup, ils n'ont pas pu le faire perdre forcément dès son premier match, en plus à WrestleMania pour son retour. Du coup, ils l'ont fait gagner contre Seth Rollins, et j'avoue que j'étais un peu dégoûté, parce que j'ai rien de spécial contre Cody Rhodes, mais je l'apprécie pas non plus, quoi. Je veux dire, je déteste pas, mais je l'aime pas non plus. C'est un peu, pour moi, il est un peu l'équivalent d'un Sheamus, alors pas en termes de niveau de catch, je veux dire en termes de ce que je ressens pour lui, c'est du Sheamus, du Kofi Kingston, enfin du New Day, parce que c'est un peu tous la même chose, les Street Profits, quoi. Tout ça, c'est plein de catcheurs que je trouve sympas, mais pour qui je ne déteste pas, mais pour qui je n'ai pas de sympathie non plus. C'est juste, voilà, ils sont sympas, ils sont de bons catcheurs, mais pour moi, voilà, il n'y a rien de plus pour eux, alors que Seth Rollins, c'est quelqu'un que j'adore. Bref. Du coup, cette fois, on a Seth Rollins qui est plus intéressant dans ce match, parce que dans WrestleMania ils ont plus fait en mode oui, il est un peu surpris de cet adversaire mystère, en plus qu'il vient d'une fédération adverse, donc on ne s'attendait pas à ce qu'il puisse arriver, alors que de toute façon tout faisait que ça allait être lui. Même si honnêtement j'aurais kiffé que ce soit Bray Wyatt, mais bon, c'est pas Bray Wyatt. Et du coup, cette fois, Seth Rollins va beaucoup jouer sur le fait qu'il anticipe les attaques. Cette fois, il est prêt à se battre. Il n'est plus en mode voilà, je suis surpris, maintenant je suis prêt, je me suis entraîné, je sais comment te contrer. Et effectivement, il va s'amuser à contrer ou esquiver pas mal de petites attaques de Cody Rhodes au tout début, ce qui va un peu déconcerter Cody Rhodes, et ce qui était plutôt très intéressant dans ce match, et peut-être une des rares choses très intéressantes du match. Alors en termes d'histoire, parce qu'après il y a eu pas mal de beaux moves, j'ai noté notamment un coup de pied de Cody Rhodes dans Seth Rollins, mais après avoir pris appui dans les cordes,
Voilà, ensuite on a Seth Rollins qui va envoyer Cody Rhodes par sur 13ème corde alors que celui-ci allait sûrement s'apprêter à faire un moonsault ou un truc comme ça. Voilà. On a également une souplex de Cody Rhodes sur Seth Rollins depuis la 2ème corde, donc là dans le coin. Il faut savoir que quand je dis à partir des cordes, sauter à partir des cordes en général ça veut dire que c'est vraiment les cordes, voilà, vraiment c'est en plein sur les cordes, comme quand ils font des moonsaults, des fois tu vois qui il y a, enfin, c'est difficile à expliquer, mais vraiment, voilà, si vous voyez un ring, hein, les cordes, c'est le corde. Et quand je dis qu'ils sautent de la 3ème corde, de la 2ème corde, c'est vraiment au niveau du coin, du poteau de ring. C'est vrai que on dit aussi les cordes, alors que techniquement ils sont plus sur le coin, moitié sur les cordes en même temps. Donc c'est vrai que c'est compliqué à chaque fois quand on parle. Mais dites-vous que s'ils sautent à partir des cordes, c'est qu'ils prennent un appui rapide sur les cordes et qu'ensuite voilà, il y a un mouvement et tout qui suit. Et si je dis qu'ils sautent de la 3ème corde, de la 2ème corde, ou comme la suplex de la 2ème corde en général, c'est qu'ils étaient dans le coin du ring. Voilà, juste pour mettre un peu plus d'explications dessus. Ensuite, j'ai vu, on a Cody Rhodes qui tente un truc cool. Alors du coup, ah oui, parce que oui, il voulait en fait, à un moment il court, il va vers le coin de ring, ensuite il monte sur la 3ème corde et il part pour sauter sur Seth Rollins, ou que Seth Rollins a anticipé le coup, comme je disais, hein. Seth Rollins a anticipé pas mal de coups pendant ce match, qui était vraiment très cool. Ensuite, on a un truc de Cody Rhodes que je crois qu'on avait déjà vu dans leur premier match à WrestleMania, mais en gros, pareil, il prend appui sur les cordes et ensuite, en revenant en arrière, il fait une sorte de stunner. Je sais pas comment s'appelle cette prise, mais c'était vraiment très stylé. Alors, comme je disais, j'aime pas vraiment Cody Rhodes, enfin, j'ai rien de plus pour lui, mais j'avoue qu'il a des petits moves vraiment stylés comme celui-ci. Ensuite, on a un magnifique splash de Seth Rollins, et vraiment il était magnifique. Et il a dû se faire vraiment mal au ventre parce que vraiment il a rebondi quand il a atterri sur Cody Rhodes, c'était magnifique. Ensuite, on a une souplex de Seth Rollins depuis la 3ème corde. Attends, ouais, c'est ça. Mais sans lui laisser le temps de réagir, et ça j'ai trouvé ça très intelligent, parce que on voit très souvent ça quand quelqu'un se prête à monter sur la 13ème corde, l'autre il arrive et puis il met un coude pour un petit retombe assis, puis il met 3 heures soit à pousser l'autre, soit à faire des souplex. C'est un peu chiant, alors que là cette route il est juste arrivé, il l'a chopé, hop, souplex direct. Et j'aime bien quand voilà, quand on perd pas son temps pendant 3 heures de cette manière là. Ensuite, j'ai mis qu'on a Cody Rhodes qui va placer son finish, où il prend l'autre par-dessus son bras, et ensuite, alors je sais pas dans quel sens il passe, il part comme ça, et puis du coup ça fait une vrille, et puis ça fait que l'autre il retombe sur la tête, ou si c'est dans l'autre sens, mais enfin bref, si vous connaissez Cody Rhodes, vous connaissez son finisher, ou alors vous allez sur internet, vous le trouverez. J'ai vu qu'ensuite on a Seth Rollins qui va esquiver un moonsault et qui va réussir à placer son pedigree, mais ça ne permettra pas à gagner le match. Et finalement, Cody Rhodes va réussir à nouveau son finisher, sauf qu'il va vouloir le faire une 2ème fois de suite histoire de bien mettre KO Seth Rollins, ou que Seth Rollins va trouver un moyen de le contrer. Et ensuite, on a la catastrophe, parce que Seth Rollins doit faire un petit paquet à Cody Rhodes, que tu retournes le petit paquet, et là, victoire de Cody Rhodes. Et j'avoue que je suis un peu dégoûté, parce que ça aurait été peut-être plus intéressant de faire une victoire de Seth Rollins pour faire un 1-1, enfin une victoire de chaque côté, une victoire et une défaite chacun, et ensuite à SummerSlam au mois d'août que les deux se raffrontent pour la victoire finale, ou même là à Hell in a Cell le mois prochain. Ça aurait pu être hyper intéressant, sauf qu'au final voilà, Cody Rhodes il gagne une 2ème fois, en plus sur un petit paquet pour protéger Seth Rollins. Vraiment c'était le finish un peu de merde, et je suis vraiment hyper déçu. Et du coup, j'ai noté le match à 2,5 sur 5 parce que c'était pas plus intéressant. Enfin, c'était intéressant, mais en soi, le finish est venu tout gâcher. Et pour moi, en plus, c'est pas. On n'est pas sur le bon vainqueur. Pour moi, Seth Rollins aurait dû clairement gagner. Parce que là,
depuis qu'il est tombé à moitié dans la mid-card, il fait plus grand chose. On le met face à un gros nom, on le fait perdre 2 fois de suite. Et au bout d'un moment, même si c'est sur de la roll-up, le pauvre Seth Rollins, je pense qu'il aimerait bien faire autre chose que juste perdre. Bon, même si je vous doute bien que maintenant, à son âge, il a déjà eu tous les titres et tout, donc voilà, il veut mettre les autres en avant, sauf que Cody Rhodes est déjà une grosse star, donc il n'y a pas besoin de mettre Cody Rhodes en avant, donc bref. J'espère que Seth Rollins sera mieux traité dans ses prochaines rivalités. Même si je pense en soi que ça va pas être fini, parce que comme il y a la roll-up, ben forcément, Seth Rollins va sûrement demander un rematch à cause de la roll-up, sauf que ça changera rien, parce que même s'il gagne la prochaine fois, ça fera toujours 2-1 pour Cody Rhodes, donc ça sert à rien en fait. J'espère que c'est terminé. Ensuite, on passe au deuxième match qui concerne Omos contre Bobby Lashley. Et là, c'est pareil, on arrive sur un rematch de WrestleMania. Un rematch qui n'était pas fou. Enfin, le match de base n'était pas foufou. Il était pire que celui de WrestleMania Backlash. Parce que c'était vraiment pas terrible, il se passait pas grand chose, à part Bobby Lashley qui fait une suplex, qui fait une ou deux spears et hop qui gagne. Et vraiment, c'est les seuls moments marquants du match à WrestleMania. Vraiment, c'était pas terrible. Et ici, on a eu des choses quand même un peu plus intéressantes. Par exemple, on a Bobby Lashley qui se prend une big boot après être déconcentré par MVP. On va même avoir Omos qui va courir dans les cordes, ce qui est très intéressant, et qui va du coup envoyer une big boot. Hein, voilà, autant. Bobby il est grand, il a juste levé un peu la jambe et puis hop, il écrase tout le monde. Ensuite, on a Bobby qui va coincer les bras de Omos dans les cordes et qui va en profiter pour en faire son punching ball. On va même avoir Bobby Lashley qui va trouver un moyen de faire tomber à genoux le géant, notamment en faisant une sorte de... Alors je sais plus si... Enfin, je pense que ça doit sûrement être un dropkick ou un truc comme ça, mais dans les cuisses, comme ça, Omos il tombe à genoux, et ensuite il le chope en hurtlock. Et du coup, malheureusement, Omos va se relever, il va le dégommer dans le coin, et il va réussir à se dégager du hurtlock. Et du coup, Omos va envoyer Bobby Lashley un peu plus tard dans le coin de ring. Et du coup, MVP va en profiter pour frapper Bobby avec sa canne. Ensuite, Omos il chope Bobby Lashley, il lui fait le double choc slam. Et puis des comptes de 3, Omos est vainqueur du match. Et du coup, je l'ai noté 2 sur 5. Parce que le match en soi, il n'est pas terrible. Hein. C'est pas un très bon match. C'est intéressant, mais c'est pas un bon match. D'un côté, ils ont réussi à faire gagner Omos, et en même temps, ils en ont profité parce que ce n'est pas WrestleMania. Ça aurait été bizarre, WrestleMania, de faire perdre l'ancien champion contre un nouveau, hein, parce qu'il faut le dire, Omos, actuellement, il a quand même passé toujours plus de temps en tant que garde du corps de AJ Styles que catcher, quasiment. Donc ça aurait été un peu con que ce soit lui qui gagne à WrestleMania pour si peu d'années de carrière face à Bobby Lashley. Qui doit également être pas loin des 20 ans de carrière. Hein. Il a quand même pas mal d'années à son actif, Bobby. Mais je le trouve quand même mieux que celui de WrestleMania, simplement parce qu'à WrestleMania, il n'y avait pas beaucoup de combativité, il se passait pas grand chose. Alors que là, il y a eu des offenses des deux côtés, il y a vraiment eu des tentatives de faire tomber le géant pour faire des choses sans forcément que ce soit avec le spear. Voilà, Bobby Lashley, pas Bobby Lashley, mais Omos il s'est battu sans juste hop là je te mets des coups de main, je t'étrangle à la Great Khali. Voilà, il a tenté vraiment des choses, un big boot, il court dans les cordes, il projette les gens dans le coin, enfin des choses comme ça. Enfin, je veux dire, c'était pas un match de fou, mais c'était toujours plus intéressant que le match qu'il y a eu à WrestleMania, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a eu un match, le match numéro 3, qui, comme à WrestleMania, parce que c'est à nouveau un rematch, et oui, on est déjà à 3 rematchs, ça fait mal, et le 4e, c'est également un rematch. Il n'y a que les 2 derniers qui ne sont pas des rematchs. Mais dites-vous que ouais, les 4 premiers matchs, c'est du rematch, c'est un peu horrible à supporter. Du coup, on a Edge contre AJ Styles, avec Damian Priest qui n'a pas le droit de venir aux abords du ring. C'est un peu la stipulation. Du coup, j'ai noté qu'on avait un beau moonsault à partir de la 2e corde vers l'extérieur du ring de AJ Styles sur Edge. Ah oui, au passage pour dire,
ce match-là, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Et à WrestleMania, c'est pareil, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Pourtant, j'aime bien AJ Styles. Je suis pas le plus grand fan, mais j'aime bien AJ Styles, c'est un très bon catcheur. Je kiffe Edge. Voilà, j'adore Edge. Mais j'avoue que les deux, l'un contre l'autre, je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à accrocher, j'arrive pas à rester concentré pendant leur match. Alors c'est beaucoup de technique et tout ça, et du coup je pense que c'est pour ça que j'ai vraiment du mal à rentrer dedans. Du coup ensuite on a Edge qui va beaucoup travailler le bras blessé de AJ Styles parce que blessé parce que le gars on se doute bien qu'ils vont pas le laisser catcher s'il est réellement blessé. Mais dans la storyline, Edge et Damian Priest l'avaient chopé, avaient mis son bras dans une sorte de coffre et l'avaient dégommé avec le couvercle et tout, et du coup c'est comme si Edge était affaibli au bras, et du coup Edge va être très intelligent pour travailler le bras. Le seul truc qui est un peu con, c'est qu'ils l'ont cassé, enfin entre guillemets ils l'ont cassé le bras gauche, sauf que AJ Styles il fait son finisher avec le bras droit. Donc je trouve que c'est intéressant ce qu'ils ont voulu faire, c'est intelligent dans le match de dire voilà, on lui a dégommé le bras, du coup on continue de jouer sur le bras. Mais en même temps, c'est complètement con parce que ils auraient dû choper le droit, comme ça l'aurait vraiment empêché de faire son finisher. Même si là ça va quand même un peu jouer dessus, mais juste parce que comme j'ai le bras gauche affaibli, je peux pas, normalement il est au niveau des cordes, il monte sur la troisième corde et ensuite il envoie son coup de poing. Parce qu'effectivement, s'il a mal à un bras, il peut plus prendre son appui sur les cordes. Mais à part ça, ça change pas grand chose. Que celui lui avait fait la même chose mais sur le bras droit. Du coup, déjà de 1, il aurait pas pu prendre appui sur les cordes également et il aurait pas pu placer son finisher. Ou alors il aurait dû le faire avec le bras gauche. Mais comme d'habitude, il fait que le bras droit. Il y aurait sûrement eu un truc en mode voilà, je suis moins fort du bras gauche. Comme beaucoup de gens. Mais voilà. Ensuite, j'ai noté qu'on a eu un beau ciseau de tête de AJ Styles sur Edge qui était assis sur la troisième corde. C'était super cool. Surtout qu'on est plus habitué à ce que les ciseaux de tête soient faits par les petits catcheurs. On a AJ Styles qui va quand même placer le Styles Clash. Donc c'est quand il a l'autre à l'envers, un peu complètement à l'envers, hein, et puis ensuite il se laisse tomber comme ça et l'autre forcément il a le corps face au sol. Et ensuite on a Damian Priest qui est interdit de venir mais qui va quand même venir. Alors il va pas venir exactement aux abords du ring, il va venir au niveau de la barrière. Et enfin pas de la barrière parce qu'il est sur la rampe, mais comme vous savez ça fait un cercle, après il y a la petite entrée comme ça, enfin vous avez le... Enfin voilà, ça fait un cercle comme ça et ensuite l'entrée là. Et du coup il va aller là où s'arrête le carré quoi. Parce que je dis le cercle mais ça fait plus un carré. Et du coup il va s'arrêter là, il va même dire non mais je suis pas aux abords du ring, je vais pas dépasser, je suis pas rentré dans le carré là, donc voilà, je suis pas au bord du ring. Et du coup il y a Finn Balor qui va intervenir pour dégager Damian Priest. Et du coup AJ Styles, comme je disais, il a mal au bras. Edge, il a continué de travailler son bras pendant tout le match. Du coup, il peut pas faire son phénoménal forearm comme il faut. Du coup, il va décider de monter sur la troisième corde pour pouvoir faire son saut et sa droite. Sauf qu'un autre homme masqué va arriver et va pousser ou un truc comme ça, ou faire tomber AJ Styles dans les cordes, je sais plus trop. Et du coup ensuite Edge en profite pour faire son crossface. Et ensuite il le chope même à moitié par le cou comme s'il l'étranglait. Au final AJ Styles ne répond plus, il est pass out et du coup victoire de Edge. Encore avec une intervention et puis encore une fois on a un match, on est quand même au troisième match qui ne finit pas de manière clean, ce qui est un peu horrible. Premier match qui finit sur une roll-up, deuxième match qui finit avec une intervention, troisième match qui finit avec une intervention. Ça commence à faire beaucoup. Qu'il y en ait une dans le show ou deux comme quand c'est à WrestleMania où il y a presque une dizaine de matchs sur 2 jours, c'est pas trop dérangeant, mais quand c'est la moitié de ton show où les victoires sont par roll-up ou par intervention,
ça commence à être chaud, quoi. Au bout d'un moment, il faut arrêter de vouloir protéger tout le monde, quoi. Et au final, on apprend que l'homme masqué n'est pas un homme masqué, mais qu'en fait, c'est Rhea Ripley. Alors celle-là, j'avoue que j'avais entendu des rumeurs comme quoi Tommaso Ciampa pourrait rejoindre le clan de Edge. J'avais même un autre youtubeur de catch qui a un pote à moi, dont j'ai oublié le nom de sa chaîne, je suis désolé, mais, qui, qui m'avait également parlé de la rumeur comme quoi Rhea Ripley pourrait faire partie du clan de Edge. Et du coup, bah, comme j'ai dit, si ce n'est pas un homme, ça veut dire que c'est Rhea Ripley qui était cette personne masquée et qui a aidé Edge à gagner. Et du coup, je trouve ça très intéressant parce que depuis pas mal d'années, c'est assez rare qu'on ait des clans mixtes comme on l'a là. Du coup, on trouve avec Edge, Damian Priest, Rhea Ripley. Et c'est assez rare d'avoir ce genre de cas, même s'il y a une époque, ça existait, quand on avait, je crois que c'est Lita qui était avec les Hardy Boys ou ce genre de groupe. Voilà. Là, on retrouve un clan mixte et je me demande vraiment ce qu'ils vont faire avec. Et vraiment, je suis très impatient de voir où va aller Rhea Ripley, parce que j'espère qu'elle va pas juste être là à intervenir dans les matchs de Edge sur les mecs et en mode de toute façon, comme moi je suis une femme, vous pouvez pas me frapper, parce que c'est un peu comme ça que ça fonctionne, WWE, AEW, tout ça. J'espère quand même qu'ils vont essayer de créer un clan fort, où ils vont essayer de gagner des titres, où même Rhea Ripley aura son titre et qu'ils vont essayer de faire un clan fort à la Bloodline. Bon, c'est compliqué d'avoir les titres principaux en sachant que Roman Reigns a déjà dégommé Edge dans plusieurs matchs, que bon, Damian Priest, comme il est censé être le sous-fifre de Edge, techniquement il est censé être un peu moins fort, et du coup bah, ce serait pas hyper logique que ce soit lui qui batte Roman Reigns, quoi. Mais voilà, du coup le match j'ai mis 2 sur 5 parce que pareil, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, c'était assez intéressant. Sauf qu'au final tu te dis ouais, Damian Priest il peut pas intervenir, on va enfin avoir une vraie confrontation entre les deux, ça va être la grosse vengeance de AJ Styles, et au final bah, on a juste un droit à un match classique, quand même une intervention de Damian Priest, puis l'arrivée de Finn Balor, et puis l'arrivée du nouveau membre du clan. Et voilà, c'était pas si foufou que ça. Ensuite, on a le match numéro 4 qui, pareil, m'a beaucoup déçu. Ça m'a beaucoup déçu parce que je m'attendais à mieux que ça. Et du coup, ce match numéro 4, c'est Charlotte Flair contre Ronda Rousey. Oh putain, j'en baille déjà. Qui a été dans un I Quit match pour le titre de SmackDown. Déjà, moi je partais assez mal sur ce match parce que je savais d'avance qui allait gagner. Alors pas parce que je m'étais fait spoiler, parce que du coup, comme vous savez, comme j'ai dit que j'ai regardé le show vers 6-7 heures du matin, forcément le show était déjà terminé, donc il aurait pu déjà y avoir des trucs sur internet. Mais du coup, je me suis pas fait spoiler, mais c'était tellement évident que dans un match comme ça, vu la réputation de Ronda Rousey, qui est une ancienne championne de judo, ancienne championne de MMA, qui a déjà gagné beaucoup de fois par soumission, enfin bref. Pour moi, c'était quasiment impossible que Ronda Rousey perde. Et effectivement, elle n'a pas perdu. Mais on va revenir là-dessus après quelques petits moments du match qui étaient sympas. Donc d'abord, on a Charlotte Flair qui va intelligemment esquiver une soumission en roulant à l'extérieur du ring, parce que effectivement comme c'est un I Quit match, l'arbitre bah, il est juste là avec son micro pour dire voilà, est-ce que tu abandonnes ou pas, et puis voilà, il sert qu'à ça l'arbitre. En soi il n'y a pas de limite à ce que peuvent faire Ronda et Charlotte. Du coup, Charlotte va essayer d'attaquer avec un kendo stick, sauf que Ronda Rousey va l'esquiver, elle va le récupérer. Charlotte, elle va fuir en haut de la rampe, elle va en prendre 2, et puis en frappant, elle va casser celui de Ronda Rousey. Sauf qu'une fois que Ronda Rousey n'en a plus à nouveau, elle va récupérer ceux de Charlotte et tout. Enfin bref, pas hyper intéressant. Les filles vont un peu partir dans le public et revenir. Ensuite, on a même Ronda Rousey qui va faire une prise de soumission à Charlotte dans le coin.
Mais en fait, je crois qu'il y a Charlotte qui est bloquée dans le coin et puis Ronda aussi, du coup, elle tire, mais du coup, de côté extérieur du ring. Mais Charlotte n'abandonne pas. Charlotte arrive à faire le Natural Selection qui est son finish, enfin, un de ses finishers. Sauf que ça suffit pas. Elle fait sa prise de finition, la prise en 8. Enfin, d'abord prise en 4, puis qui se transforme en prise en 8, mais qui ne suffit pas. Et du coup, Ronda Rousey va juste faire un armbar. Donc en fait, elle va juste faire une soumission sur le bras à l'aide d'une chaise, puisque Charlotte voulait l'attaquer avec une chaise. Et du coup, Charlotte va abandonner, ce qui fait que Ronda Rousey devient championne de SmackDown. Donc ça, déjà, c'était sûr et certain que ça allait se terminer comme ça. C'était obligé. Maintenant, ce qui me déçoit énormément, c'est que on est dans un match qui est censé être incroyable. Je veux dire, on est quand même sur une Ronda Rousey qui n'a jamais abandonné à la WWE. On a Charlotte Flair qui n'a jamais abandonné à WWE, à part quand les arbitres sont KO, ou là, voilà, on profite, hop là, on tapote. Mais techniquement, elle n'a jamais perdu par soumission, par abandon ou quoi que ce soit. Ce qui fait qu'on se retrouve à la base sur un match qui aurait dû être super vendu, où il aurait dû avoir une super promo, en mode voilà, on a deux filles qui n'ont jamais abandonné, voilà, où les soumissions, tout ça, ça ne suffit pas. Et techniquement, s'ils ont mis un I Quit match, c'est justement pour éviter ce genre de problème, pour vraiment être sûr que l'autre il abandonne. Et quand tu te dis que deux catcheuses qui n'ont jamais abandonné, dont Charlotte, je ne connais pas toute sa carrière, mais elle a dû vivre des matchs beaucoup plus hardcore que celui-ci, et qu'elle abandonne juste là-dessus, mais c'est hyper décevant, Tu dis, déjà le match était pas si ouf que ça, ils se sont foutus 2-3 coups de kendo stick, ils ont voyagé à travers l'arène, enfin entre guillemets, ils ont été un peu sur la rampe, voilà, et l'entrée par où arrivent les catcheurs, ils ont été un peu dans le public, ils sont un peu battus comme ça dans le ring, un peu autour du ring, et vraiment, c'était nul. C'était nul, franchement, je m'attendais à un truc de fou. Franchement, quand on voyait déjà le nom, Ronda Rousey et Charlotte Flair, tu t'attends à un truc de fou. Qu'en plus tu vois I Quit match avec deux filles qui ont jamais abandonné, tu t'attends à un truc de fou. Tu dis quand même, j'espère que ça va y aller fort, qu'il va y avoir de la grosse castagne parce qu'il faut quand même bien épuiser l'autre, bien la travailler au corps parce que c'est deux pros de la soumission, donc il faut bien travailler l'autre au corps pour que l'autre abandonne. Et au final, ils abandonnent, enfin Charlotte abandonne sur quasiment rien, quoi. Elle a quasiment pas pris de dégâts, entre guillemets, si on était dans un jeu, mais vraiment, elle a pas pris énormément de coups sur le bras, elle a quasiment pas pris de soumission pendant le match, elle a peut-être pris une, voire deux, mais c'est clairement pas suffisant pour qu'elle abandonne comme ça. Alors il y en a qui vont sûrement dire, oui, mais il y avait la chaise, machin. Franchement, même Bailey, elle a pas abandonné sur une prise qui était pire que ça. Donc au bout d'un moment, faut arrêter quoi. Voilà. Donc hyper déçu de ce match, j'ai mis un 2 sur 5. Déjà, il n'y a pas de surprise sur le gagnant. Et puis voilà, la façon d'abandonner, le match en lui-même qui est pas aussi incroyable que ce que ça aurait dû être. Donc vraiment, grosse déception. Ensuite, match 5, donc ça va aller très vite à le débriefer. Match simple, Madcap Moss contre Happy Corbin, les deux anciens amis qui finissent par s'affronter. Et j'ai juste noté match classique gagné sur un roll-up par Madcap Moss. Voilà, j'ai rien noté de plus. Voilà, c'est juste un match qu'on aurait pu voir à Raw, mais gagné sur une roll-up. Voilà, ça fait deux roll-up, deux victoires par roll-up, deux victoires par intervention sur 6 matchs dans le show. Ça fait mal, hein. C'est très très nul. Et du coup j'ai noté 1,5 parce que franchement il n'y avait aucun intérêt, j'ai pas réussi à rentrer dedans, c'était pas fou du tout. Et ensuite le main event, on a RK Bro avec Drew McIntyre contre la Bloodline. Donc c'était un peu plus intéressant, après j'étais déjà pas mal sorti du show. Ça m'a remis un peu dedans quand même. Mais ce match-là, je pense qu'il faudrait que je le revoie une fois que je serai en pleine forme et tout ça. Il faudrait que je me le remate. Je pense que celui-ci pourrait faire des matchs que j'apprécierais mieux dans de meilleures conditions.
Même si j'ai quand même réussi à re-rentrer plus ou moins dans le show à partir de ce match. Bon, même si au final c'est le dernier, mais bref. Du coup, on a le match qui débute entre Jimmy Uso et Randy Orton. On a Drew McIntyre qui va demander à ce que Roman Reigns rentre sur le ring. Roman Reigns il va rentrer, il va faire un petit tour de ring et hop là il va ressortir. Voilà, pour un peu troller Drew McIntyre. On a Jay qui va se prendre une Claymore Kick par Riddle. Voilà, après avoir copié les finishers, enfin le finisher de Randy, il fait celui de Drew McIntyre quoi. On a Drew McIntyre qui prend le contrôle du ring, mais comme il va être distrait par un des Usos, il va se prendre un gros Superman Punch dans la tronche. Chose que Drew McIntyre va rendre à Roman Reigns en lui faisant un Claymore Kick, je crois que c'est à l'extérieur du ring, ou peut-être dans le ring. Juste noter qu'il était distrait par Randy Orton, il se prenait un Claymore Kick, donc voilà, la balle au centre. On a Randy Orton qui va réussir à placer un RKO sur Roman Reigns, mais qui va par la suite se prendre un super kick de Jimmy, mais va quand même réussir à envoyer un RKO à Jimmy Uso, sauf que le tombé sera brisé par Jey Uso. Donc, un petit moment d'action qui a été plutôt sympa. Et avoir des interactions entre Roman Reigns et Randy Orton, c'est plutôt sympa. Et c'est vrai que ce serait énorme de voir les deux s'affronter, parce que depuis que Roman Reigns est heel, et ben, il n'a jamais affronté Randy Orton, alors que Randy Orton est peut-être le face le plus aimé de la WWE. Roman Reigns est le heel le plus détesté, enfin du moins il est quand même ultra aimé, mais voilà, c'est le gros heel de la compagnie. Et tu te dis à aucun moment ils ont eu l'idée de les faire s'affronter ces deux-là. Enfin du moins là ils se sont affrontés en équipe, mais il n'y a quasiment rien eu entre les deux. Alors que vraiment un gros match pour un titre entre les deux, ça pourrait être vraiment incroyable, entre les Superman Punch ou les RKO qui peuvent sortir de nulle part. Ça pourrait faire un super match. Ensuite j'ai mis Riddle qui enchaîne pas mal de beaucoup, dont un salto de la troisième corde sur Jey Uso, mais ça ne va pas suffire. Roman Reigns va faire traverser la table des commentateurs à Drew McIntyre, alors qu'à la base c'est Drew qui voulait faire passer Roman Reigns à travers, sauf que bah voilà, il va se faire dégommer. Et ensuite, on a le genre d'action que je déteste quand vous savez, il y en a un qui fait un truc, et puis il y a l'autre qui arrive pour dégommer celui qui est encore debout, et puis l'autre qui arrive qui redégomme celui qui est encore debout, et puis machin. C'est le truc que je déteste, et là c'est un peu pareil, je crois que c'est du coup Riddle du coup qui va sauter par-dessus les cordes pour atterrir sur Roman Reigns qui était debout, et puis du coup c'est Jey Uso qui fait un peu la même chose sur Riddle. Enfin voilà, j'ai toujours un peu de mal avec ce genre d'action. Ensuite, on a Jey Uso qui va enchaîner plusieurs super kicks et va se préparer au Uso Splash. Sauf qu'au moment de son saut, il y a Roman Reigns qui va faire le changement. En fait, il va taper sur la jambe alors je sais plus si c'est Jey ou Jimmy. En fait, l'arbitre il va compter, hop, le changement est fait. Riddle va esquiver le splash de mémoire. Et du coup, il va se prendre le spear de Roman Reigns. Roman Reigns, il fait le tomber. Et puis là, 1, 2, 3, hop, victoire de la Bloodline. Voilà. Donc c'est vrai qu'au début, on comprend pas trop ce qui se passe. Parce qu'un peu comme pour le match de The Miz et Logan Paul contre les Mysterio, pareil, sans le ralenti, on voit pas que le changement est fait. C'est hyper surprenant. C'est vrai qu'ensuite, quand tu vois le ralenti, tu fais ah oui, ok, il s'est passé ça. Roman Reigns, il a tapé sur la jambe. Tout comme The Miz avait tapé sur la main ou l'épaule de Logan Paul pendant qu'il se prenait le 619 ou un truc comme ça. Du coup, c'est un peu une technique de heel qui est très intelligente et qui du coup a permis à chaque fois de gagner pour l'instant dans les deux exemples que j'ai donnés. Du coup, ce match, je le mettrais peut-être un 3 sur 5. Ce serait le match le mieux noté, mais c'est vraiment pas terrible quand même. 3 sur 5, hein, c'est à peine la moyenne. Parce que tu sais, c'est un peu ce que vaut le show, hein, c'est à peine la moyenne, hein, c'était vraiment pas terrible. Et encore, je pense que la moyenne c'est même cher noté pour ce show. Mais voilà, en tout cas, le match, moi j'ai bien aimé. On a Roman Reigns qui est un de mes catcheurs préférés, Randy Orton qui est un de mes catcheurs préférés. Et vraiment, j'aimerais beaucoup qu'à un moment les deux se confrontent en 1 contre 1, ça pourrait être vraiment incroyable. En tout cas, voilà ce que j'ai pensé de ce show.
de manière générale, c'était moyen, c'était pas terrible. J'espère que Hell in a Cell qui viendra le mois prochain sera beaucoup mieux, parce que là, j'avoue que ça a été un peu le show de la souffrance, hein. C'était vraiment pas terrible. Donc voilà, on va arrêter la vidéo là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du coup de WrestleMania Backlash. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Et notamment, on se retrouvera pour Hell in a Cell au mois de juin. Allez, ciao les Acalypsiens.